Bonjour, je m'appelle Pierre-Antoine Plaquevent, je suis l'auteur de Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme. Je pense qu'il est important de poser le regard sur plusieurs décennies d'influence souterraine des réseaux Soros, chose que j'ai essayé de montrer dans mon ouvrage. Pierre-Antoine Plaquevent, est-ce difficile d'enquêter sur George Soros et sur son Open Society Foundation? C'est un travail que j'ai commencé il y a 2 ans à peu près. La plupart des informations sont des sources ouvertes. En fait, il ne se cache pas réellement de son projet. Ce qu'il faut, c'est mettre en perspective ces informations, chose que peu de journalistes ont fait jusqu'à présent. Mon travail est le premier travail qui vraiment sonde principalement l'activité politique et métapolitique de George Soros et de ses réseaux. Alors brièvement, qui est-il en fait, George Soros? Il est né en 1930 en Hongrie. Que déduisez-vous de sa biographie? Il est issu de la bourgeoisie juive de l'Empire austro-hongrois, d'une certaine manière. C'est un financier qui a fait fortune dans des coups boursiers bien connus, mais qui a la particularité d'investir ses moyens financiers dans l'influence politique et métapolitique. C'est qu'on voit quelqu'un qui a des moyens colossaux et qui se présente lui-même comme un homme d'État sans État, avec un projet... Il le dit explicitement. Il le dit explicitement, il ne s'en cache pas, et au contraire, il est même assez orgueilleux sur ce point-là, c'est-à-dire il aime à montrer son action et l'action qu'il exerce. C'est peut-être un petit peu la faille dans son système. Alors vous parlez de faille dans le système Soros. Quelles sont quand même les qualités de ce système Soros? Les qualités, c'est ce maillage international au travers de plusieurs dizaines d'associations mères qui sont reliées donc à son réseau qui s'appelle les Open Society Foundations, donc les fondations pour une société ouverte. Chacune de ces associations gère elle-même toute une pléthore d'associations de terrain, et on a là un maillage qui va du local au global. C'est ce que les globalistes appellent le glocalisme. Il peut vraiment appliquer sa vision du monde en faisant de l'influence depuis les plus hauts niveaux, c'est-à-dire auprès des institutions internationales comme l'ONU, jusqu'au niveau du terrain et de la proximité avec des réseaux de terrain. Alors là, vous parlez de l'ONU. Par exemple, le pacte de Marrakech peut-il avoir eu une influence sur celui-ci? Le pacte de Marrakech est vraiment dans l'esprit Open Society. On voit clairement que, en tout cas, c'est inspiré de la même vision du monde et des thématiques très communes. Il faut savoir que, par exemple, au moment du début de la crise migratoire, vraiment en 2015, avec l'arrivée massive des Syriens, George Soros a proposé un plan en plusieurs points, dont certains sont très proches du plan de Marrakech, comme par exemple la nécessité de créer des couloirs humanitaires depuis les pays d'origine jusqu'aux pays de destination, un plan qui prévoit vraiment de faire de l'Europe une sorte de plateforme de déplacement et des migrations. Vous parlez de métapolitique en évoquant George Soros. On peut parler d'une idéologie. On peut parler d'une idéologie, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est-à-dire l'idéologie de la société ouverte qui se présente surtout comme un outil pour finalement casser les défenses immunitaires, les défenses naturelles des sociétés dans lesquelles il essaye d'appliquer son ingénierie sociale. Parce qu'en fait, vraiment remonter aux inspirations idéologiques de sa pensée. Donc on a Karl Popper, qui est l'auteur de La société ouverte et ses ennemis, mais on a aussi d'autres figures, comme par exemple l'anthropologue Gregory Bateson, qui est un des pères de la cybernétique et de l'ingénierie sociale. Encore une fois, il cite ses auteurs explicitement? Il cite essentiellement Karl Popper, et les autres auteurs, il faut vraiment lire son travail en profondeur, y compris beaucoup de ses travaux qui n'ont pas été publiés en français. Et là, on peut commencer à voir le panel d'ensemble des gens qui l'influencent. Alors vous parlez de défense naturelle des sociétés. Quelles sont-elles? Et peut-on parler d'un ennemi de George Soros? A-t-il désigné un ennemi? Son ennemi, c'est justement de manière assez vaste ce qu'il appelle les sociétés closes ou les sociétés fermées. En fait, il a élaboré d'une certaine manière un outil qui lui permet d'influencer et d'arriver à une modification par étapes et de manière quasiment furtive des sociétés qu'il cherche à influencer et à conduire selon son agenda. Ses ennemis, c'est la souveraineté, les États-nations, ce qu'il appelle d'une manière générale le tribalisme. Mais en fait, dans le tribalisme, il inclut aussi le patriotisme. Tout ce qui est en fait une certaine forme de stabilité sociale. Il ne s'en cache pas, il y a une citation où il dit lui-même « j'ai
des fantaisies ou des fantasmes messianiques depuis mon enfance, des fantasmes que je cherche à réprimer. Mon action politique est une manière d'essayer d'évacuer ces fantasmes-là. Mais il le dit explicitement. Cette volonté de bouleverser, d'une certaine manière, l'ordre établi pour arriver à une sorte de nouvel ordre, en fait, qui serait plus conforme à son utopie ou à une sorte de bonheur sur Terre qui serait réalisé, c'est quelque chose qui le travaille intérieurement très profondément. Donc c'est quelqu'un qui a les moyens de son idéologie. Voilà. Ce qu'il désire par-dessus tout, c'est influencer l'histoire. Écrivez-vous dans votre essai. Mais quand même, franchement, est-ce qu'un type tout seul, comme ça, peut changer quelque chose aujourd'hui, en 2018, à travers le monde ? Il peut-être pas complètement changer les choses, mais en tout cas avoir une influence certaine, c'est quelque chose que l'on constate. C'est une influence qu'il a eue depuis plusieurs décennies. À partir des années 80, 90, c'est allé de manière exponentielle. Si on étudie certains champs d'action, comme par exemple l'immigration, les changements sociétaux, par exemple, c'est quelqu'un qui travaille à la légalisation des stupéfiants, à faire des campagnes auprès de l'ONU pour la légalisation mondiale des stupéfiants. Et on voit à chaque fois, par exemple sur l'immigration, comme je vous disais, le plan Soros, qui après sera repris par Angela Merkel dans un propre plan qu'elle va elle-même proposer quelques semaines après la sortie du plan Soros. On voit pour chacune de ces thématiques que son influence est réelle. Alors après, justement, mon travail a été de faire le tri entre les fantasmes complotistes et la réalité de son action. Fantasme complotiste, justement. Avez-vous été accusé de complotisme à cause de votre essai ? Pour l'instant, pas vraiment, parce que je suis resté dans quelque chose de très factuel, de très sourcé, et je ne m'aventure pas au-delà des éléments qui sont accessibles. Mais on n'a pas besoin finalement d'aller bien loin, il ne s'en cache pas. Donc George Soros mène une guerre contre les sociétés, enfin ce qu'il estime être les sociétés closes, les sociétés fermées, les sociétés tribales, mais l'argent c'est le nerf de la guerre. Quels sont ses moyens ? Pour la seule année 2018, le budget de l'Open Society était d'$1 milliard. Depuis les années 80, on estime qu'on est à 14 milliards, mais en fait, sans compter les récents dons sur sa fortune qu'a fait George Soros, donc on devrait être dans les 30-32 milliards. Pour la seule question migratoire, le budget pour l'année 2018 était de 62 millions de dollars, sans compter les 500 millions qui ont été investis auprès d'entreprises qui se sont engagées à travailler selon l'agenda d'intégration des migrants que propose l'Open Society. À titre de comparaison, on voit que le budget de Frontex, l'agence qui est censée protéger les frontières de l'Union européenne, est de 300 millions d'euros. Donc en fait, on a quelqu'un qui est un investisseur privé qui a quasiment les moyens d'un État ou de plusieurs États. Alors comment peut-on s'émanciper justement du système Soros ? On peut s'en émanciper par la volonté et l'action politique. C'est possible, des gens comme Orban ou la Russie poutinienne nous le montrent. En fait, l'État-nation, s'il reprend ses prérogatives ou une partie de ses prérogatives, peut progressivement, secteur par secteur, repousser l'influence de Soros. Et en faisant cela, n'y a-t-il pas un risque de sombrer dans l'autoritarisme ? Je pense qu'en fait, nous allons dans une configuration où l'autoritarisme est de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des défenseurs de cette idéologie de la société ouverte. On le voit actuellement. La répression contre, par exemple, les mouvements des Gilets jaunes, pour moi, est clairement à interpréter comme une défense de ce projet de la société ouverte telle qu'elle est appliquée en France par des gens comme Macron, qui sont directement, on va dire, des gens qui sont dans l'idéologie Soros, mais dans sa version française. Donc l'autoritarisme va plutôt être de ce côté-là, parce que si on regarde au niveau de la géopolitique mondiale, on voit un retour du protectionnisme, une volonté de retour à un monde multipolaire, à un réalisme politique, chose que défend par exemple l'administration Trump. Et si on regarde les États-Unis, par exemple, on voit cette lutte très violente, permanente, entre d'un côté l'administration Trump, et d'un côté un système des médias et de la finance, et des gens comme Soros qui combattent ce projet-là. Donc maintenant, ce projet de société ouverte, s'il recule en Europe de l'Est, s'il recule aux États-Unis, naturellement, il ne lui reste plus qu'une zone d'influence, c'est l'Europe occidentale. Et maintenant, on voit que les populations d'Europe occidentale se soulèvent à leur tour contre, même si pas forcément contre le projet complètement, mais contre les conséquences de ce projet. On va dire, comme dans le communisme, qui se présentait à l'origine comme un projet de libération des sociétés humaines, de la même manière, il a dévié en autoritarisme et en totalitarisme. On peut avoir une tendance de la société ouverte qui irait vers cela. Et à mon avis, on va aller vers ça. C'est-à-dire on va aller vers, en Europe occidentale,
vers une confrontation de plus en plus dure entre ce projet-là. Le système se durcit, le système a peur selon vous. Le système a peur et le système se durcit parce que le système se fissure au niveau international. Des gens comme Soros ont un agenda qui est en fait une forme de planification mondiale de l'économie. Et en fait, ils prônent une forme de libéralisme généralisé au niveau des États, pour dissoudre les États, mais leur but c'est d'arriver à une forme d'État mondial qui lui serait très planificateur, une forme de nouveau socialisme, de socialisme réactualisé, mais avec les moyens contemporains. Ce projet-là date des années 20. Ce projet-là date des années 20, et même avant, mais effectivement, c'est à partir des années 20 qu'il a vraiment pris forme. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit les gens comme Karl Popper, les penseurs comme Karl Popper, finalement, ce qui reprochait au communisme réel, c'était pas tellement son but ou ses intentions, mais plutôt ses moyens, en fait. Des gens comme Karl Popper sont à l'origine de la notion d'ingénierie sociale progressive, d'ingénierie sociale par palier. Ils pensaient que... C'est-à-dire exactement pour nos auditeurs? C'est-à-dire de transformer la société de manière successive, et non pas brusquement et brutalement, comme le voulaient les révolutionnaires, par exemple, les gens comme Lénine, qui disaient, voilà, maintenant il faut passer à une nouvelle forme de civilisation. Ces gens-là se disent non, quand on procède trop brutalement, il y a des chocs en retour. C'est le principe de la réflexivité historique, comme notion chère à George Soros, et on risque d'avoir donc des populations qui vont se révolter contre notre projet. Donc il faut y aller progressivement, étape par étape. Et là, on voit la révolte des Gilets jaunes, moi je l'interprète vraiment comme ce processus de réflexivité historique. C'est-à-dire là, c'est la population on lui en demande trop pour aller dans cette direction-là, et il se révolte contre le cosmopolitisme. Donc on parle de société ouverte, d'humanité universelle, unie. Donc pour vous, c'est une utopie qui est condamnée à échouer, irrémédiablement. Oui, et en fait, ce qui est dangereux dans toute utopie, comme avec le communisme, c'est pas tellement la réalisation de l'utopie qui est impossible, c'est plutôt les conséquences une fois que l'utopie s'est effondrée. Et je pense qu'on va vers un monde... Le monde contemporain est en train de sortir par la force des choses et par le réalisme politique de cette utopie, mais ceux qui vont refuser cette utopie nous amèneront à des conséquences problématiques. Des conséquences problématiques, eh bien ce sera le mot de la fin. Et je rappelle donc aux éditeurs que vous êtes l'auteur de l'essai George Soros et la société ouverte aux éditions Retour aux sources. Merci encore à vous, Monsieur Plaquevent. Merci à vous.